Alors, bonjour Laurence, donc tu t'es intéressé à l'histoire de Napoléon et notamment aussi à d'autres personnages tels que Eugène et Hortense. Tu vas intervenir notamment ce samedi au travers d'une conférence qui va être menée tambour battant à la salle pédagogique de Maréis. Alors, comment tu en es arrivé à t'intéresser à Napoléon, à son histoire? Alors ça vient en fait de mon histoire familiale. C'est vrai que dans ma famille, tout le monde s'intéresse à l'histoire, mais les circonstances ont fait que je me suis plutôt dirigée vers des études de droit. Et pour moi, voilà, dans la mesure où je n'avais pas fait d'études d'histoire, je pensais que c'était pas possible pour moi de m'intéresser plus que ça, de devenir un peu spécialiste. Et puis il y a des concours de circonstances qui ont fait notamment en 2021, bicentenaire de la mort de Napoléon. Il y a eu beaucoup d'émissions à la télé, à la radio. Je me suis vraiment intéressée au sujet et puis j'ai fait une rencontre décisive, un expert de la période napoléonienne qui m'a dit, puisque tu t'intéresses à la période napoléonienne, pourquoi tu t'inscrirais pas, pourquoi tu n'adhérerais pas dans une association napoléonienne. Donc jamais j'aurais imaginé faire ça, et puis à partir du moment où je me suis engagée dans cette association, tout est devenu beaucoup plus concret. D'accord. Et comment tu t'es... Enfin, je sais que Napoléon, il a une histoire quand même assez chargée sur notre territoire, notamment au travers du camp de Napoléon, et je sais que tu vas en parler, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à t'orienter vers cette page d'histoire, en fait, ce volet un peu autour du camp de Napoléon, du camp de Boulogne, pardon. Oui, alors le camp de Boulogne, en fait, ça fait quand même plus de 25 ans maintenant que je travaille à Boulogne, même si je ne suis pas originaire de Boulogne, j'habite à Cuques, près d'Étaples, donc forcément, ça fait très longtemps que j'entends parler du camp de Boulogne, donc comme c'est proche de nous, c'est un sujet tout trouvé. Et en plus de ça, il y a un lien entre l'association dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le Centre d'études napoléoniennes, qui en fait, historiquement, est l'association qui a contribué à sauver le château de Pont-de-Brique dans les années 60. Alors, je sais aussi que tu vas aborder deux autres personnages qui gravitent autour de Napoléon, Eugène, Hortense. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors moi, je m'intéresse à la période napoléonienne. Napoléon, c'est un grand personnage, c'est le grand guerrier, le grand administrateur, mais j'aime bien l'angle plus intime. Et je trouve que justement, parler de ses relations familiales, c'est un moyen d'apporter le personnage plus dans son intimité. C'est peut-être un point de vue un peu plus féminin, mais voilà, c'est ce qui m'intéresse, plutôt que les batailles, etc. Donc pour l'instant, par exemple, si tu veux, j'avais fait déjà une conférence l'année dernière, c'était sur Napoléon, sa vie quotidienne au château de Pont-de-Brique. Donc j'ai parlé de sa toilette, de ses habits, de son lit, enfin vraiment des choses au plus près du personnage. On n'a pas l'habitude non plus d'aborder. Et donc, effectivement, ses relations familiales, alors il y a autour de lui, il y a la famille Bonaparte, mais il y a également la famille Beauharnais, en fait, qui sont les enfants que Joséphine, Madame Bonaparte, avait d'un précédent mariage, Eugène et Hortense. Et donc, l'intérêt de les étudier, c'est que, d'abord, ils ont eu des destins tous les deux incroyables. Eugène, en fait, ces jours-ci, on célèbre ces jours-ci les 200 ans de sa mort, puisqu'il est mort en février 1824, et tous les deux ont été très proches de Napoléon, et ce qui ne gâche rien, ils sont venus également tous les deux au camp de Boulogne. On va pas trop en dire quand même, puisqu'on va laisser les gens venir découvrir toute cette histoire lors de ta conférence. Et par contre, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses à découvrir lors de cette conférence? Parce qu'apparemment, il y a d'autres éléments qui vont peut-être intervenir. Oui, alors, à part Napoléon, Eugène et Hortense, leur relation, c'est vrai que ça va être une biographie express de chacun et parler un petit peu des relations qu'ils entretenaient ensemble. Mais comme ils sont venus au camp de Boulogne et à Étaples, il y aura des choses qui vont concerner donc le camp d'Étaples. Et puis, pour habiller ma conférence, on aura la présence des marins de la Garde, qui sont un groupe de reconstitueurs qui viennent de Boulogne. Et également, donc, j'invite tout le monde à venir parce que exceptionnellement, il va y avoir des objets de la période napoléonienne authentiques, des armes qui vont être exposées dans des vitrines, et ça sera uniquement au moment de la conférence, donc le public pourra les voir pendant, après. Donc, pour les passionnés d'histoire, un grand rendez-vous à ne pas manquer.
Donc voilà, on va laisser un petit peu de suspense aussi autour de tout ça. Donc alors si surtout on souhaite en savoir un petit peu plus, donc je vous donne rendez-vous à tous samedi, donc c'est ce samedi, c'est entièrement gratuit. C'est une conférence qui sera menée par Laurence, et puis il y aura aussi quelques autres intervenants en parallèle, mais essentiellement autour de ta conférence, hein, bien entendu. Et puis voilà, c'est entièrement gratuit, c'est à l'Office de tourisme, salle pédagogique de Maris, un grand rendez-vous à ne pas manquer. J'ai rien oublié? Ben, c'est parfait, merci bon. Stéphane. C'est parfait, à très bientôt. Cette période napoléonienne, c'est une période un peu charnière de notre histoire, qui peut se lire de différentes façons. Il y a bien sûr l'histoire bataille, l'histoire institutionnelle, l'histoire des grandes familles, mais aussi l'histoire du peuple, l'histoire des soldats, dans une période qui fait la transition entre le monde ancien, le monde moderne et industriel, la royauté et la République. Et donc il peut se lire de différentes façons, qui donnent lieu à beaucoup d'études différentes et qui a une richesse qu'on rencontre peu souvent dans d'autres périodes de l'histoire de France. Et une façon d'attaquer, d'analyser cette période, Laurence, ce jour, va le faire par la présentation de deux personnages qui ont contribué à cette histoire. Donc c'est le beau-fils et la belle-fille de Napoléon, fils et fille de sa femme, dont elle va nous raconter la vie et comment ils se sont insérés dans la période napoléonienne. Merci. Alors, merci beaucoup pour ces présentations. Moi, je ne vous donne pas un cours d'histoire aujourd'hui, puisque d'abord, je ne suis pas historienne de métier, mais effectivement, c'est ma passion, et j'exerce cette passion au sein d'une association qui vous a été présentée tout à l'heure par Éric Devallée, qui est le Centre d'études napoléoniennes. Donc en fait je vais faire défiler tout simplement un diaporama, et puis je vais commenter autour de ce diaporama les images au fur et à mesure. Donc pourquoi j'ai choisi effectivement cette conférence qui a pour thème Napoléon, Eugène et Hortense au camp de Boulogne. Alors dans le titre, vous avez camp de Boulogne, donc il va être question du camp de Boulogne, puisque Napoléon est venu sous nos contrées sur les années 1803 et 1805 pour s'occuper du camp de Boulogne. Et également, on a la chance d'avoir eu sous nos latitudes Eugène et Hortense de Beauharnais, qui étaient les beaux enfants de Napoléon. Alors, comme le disait Eric, il y a plein de façons d'aborder la question napoléonienne, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Napoléon plutôt que le chef de guerre ou le chef de l'État. C'est le Napoléon intime que j'aime bien étudier. Et donc, quoi de plus intime que ses relations intrafamiliales? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la présentation, donc je vais vous situer en premier la situation, je vais vous parler de la situation matrimoniale de Napoléon pour commencer, puisqu'en fait, les deux beaux enfants de Napoléon sont arrivés dans sa vie par son mariage avec Joséphine, donc je vais vous en dire un petit mot. Ensuite, dans une première partie, je vais vous parler de Napoléon et du camp de Boulogne. Ensuite, on parlera d'Eugène, c'est tout simple. Ensuite, Hortense. Et en partie 4, ça sera plutôt après le camp de Boulogne, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors, on commence tout de suite par Napoléon. Effectivement, il est né en 1769 en Corse, et vous le savez, il est là, ici, au milieu de l'arbre. C'est un détail d'arbre généalogique. Il s'est marié 2 fois. Les mariages dans la vie de Napoléon, ça a eu beaucoup d'importance, puisqu'avec sa première épouse ici, Joséphine, veuve Beauharnais, il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas pu avoir d'enfant, ce qui a finalement motivé donc un divorce, puis un deuxième mariage avec Marie-Louise, et avec Marie-Louise, il a eu un enfant. Qui est en fait Napoléon II, le roi titré roi de Rome.
il faut savoir que Napoléon a eu également deux fils, au moins, enfin du moins, qui sont restés dans l'histoire, deux fils naturels. Le premier qui s'appelait le comte Léon et le deuxième le comte Walewski. Mais avec Joséphine, il n'aura jamais d'enfant. Par contre, Joséphine, lorsqu'il s'est marié avec Napoléon, avait déjà deux grands-enfants. Eugène, ici à droite, qui avait 14 ans au moment du mariage, ici c'est Joséphine au milieu, et Hortense qui avait 2 ans de moins, donc qui avait 12 ans. Donc effectivement, ces deux enfants de sa première femme, Napoléon d'ailleurs finira par les adopter, avait beaucoup d'affection envers eux. Et on verra donc quelles sont les interactions. Mais avant de vous parler vraiment de Napoléon au camp de Boulogne et ensuite de la venue d'Eugène et d'Hortense, je voulais surtout vous dire que en 1805, Napoléon n'avait que 36 ans, Eugène 24 et Hortense 22 ans. Donc quand ils sont arrivés tous les trois au camp de Boulogne, ils étaient relativement jeunes. Alors, on va d'abord parler de Napoléon. Qu'est-ce qu'il a amené au camp de Boulogne? Alors, on a ici une frise que je vais commenter rapidement. En fait, ici, je vous disais tout à l'heure, Napoléon, il est né, comme chacun sait, en Corse en 1769. Et lorsqu'il a à peu près 10 ans, il est amené à venir sur le continent pour entrer en fait dans des écoles militaires. La première, ça sera à Brienne en Champagne. Très rapidement, en fait, il montre beaucoup de talent, d'intelligence, notamment mathématiques, ce qui fait qu'il va devenir artilleur. Et à ce moment-là, on est encore sous la monarchie. Et puis arrive en 1789 la Révolution française. Napoléon, qui est un jeune adulte à ce moment-là, donc rentre dans la carrière militaire. Et juste après, en fait, la convention robespierrienne, qu'on appelle en fait la Terreur, il va rentrer donc dans les petits papiers des gens ici du directoire, hein, on est toujours sous la période de Révolution française, jusqu'au coup d'État du 18 Brumaire qui va en fait faire la transition entre la Révolution française et l'Empire. À partir de 1800, Napoléon devient premier consul, puis en 1804, il devient empereur et s'en suivra ensuite de 1804 à 1815 le premier empire jusqu'à la défaite de Waterloo et l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène. Donc ça, c'était pour vous situer un petit peu la chronologie par rapport à Napoléon. Et le camp de Boulogne, il est là. Il est là, il est entre 1803 et 1805. Alors c'est une période qui est particulièrement riche et particulièrement féconde, puisqu'en fait, à ce moment-là, on est à la charnière entre le consulat et l'Empire. D'accord? Donc, période très très importante, puisque finalement, pendant le camp de Boulogne, qu'est-ce qui va se passer? Le sacre, rien que ça. Enfin, du moins, pas à Boulogne, mais pendant la période du camp de Boulogne. Alors, Bonaparte, donc, il arrive à Boulogne avec cette tête-là, à peu près, ce look. Il arbore en fait ici l'habit de premier consul, c'est-à-dire un habit en velours rouge bordeaux, et il arbore aussi une coupe de cheveux qui est à la mode à l'époque, qui est les cheveux à la Titus, avec les cheveux ramenés sur le devant sur l'avant du visage, sur le front. Et en bas ici, vous avez la résidence habituelle du premier consul à Paris, c'est-à-dire les Tuileries. Bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'il a été détruit suite à l'incendie qui a eu lieu pendant la commune de Paris. Donc Bonaparte, il est premier consul, mais on est encore en République, on n'est pas encore sous l'Empire. Alors, qu'est-ce qui amène en fait Napoléon à Boulogne? Eh bien, lorsque le consulat s'instaure, on est dans une période de paix relative en France après 10 ans de guerre révolutionnaire. On a fait la paix avec les Autrichiens avec la paix de Lunéville, on a même fait la paix avec les Américains, parce qu'il y a eu une quasi-guerre avec les États-Unis à l'époque. Et on va jusqu'en mars 1802, on réussit à faire la paix avec l'Angleterre, c'est ce qu'on va appeler le traité d'Amiens. Malheureusement,
Un an après, Napoléon constate que les Britanniques ne respectent pas le traité et vice-versa. Il estime que la paix est rompue, et à partir du moment où la paix est rompue, Napoléon donc a le souhait de franchir la Manche pour aller chercher la paix à Londres. Parce qu'à l'époque, pour faire la paix, il fallait faire la guerre, c'est-à-dire en fait pour soumettre les Anglais. Il a le projet donc d'aller jusqu'à Londres pour soumettre l'Angleterre. Donc, en mai 1803, rupture de la paix d'Amiens, et tout de suite derrière, un mois après, Bonaparte, premier consul, voyage à Boulogne à Étaples pour voir si, à partir de où on va installer la flottille qui va servir à aller en Angleterre. Donc tout ça va très très vite. Donc vous avez ici une reproduction, puisqu'en fait l'idée c'est d'avoir une flottille qui permet, alors elle sert à quoi cette flottille là qu'on voit ici? Elle sert tout simplement à embarquer des militaires, des chevaux, des vivres, des armes pour aller en Angleterre. Donc ça réclame en fait une importante logistique qui va amener Napoléon à creuser d'ailleurs un bassin ici à Boulogne, qui est en fait un bassin semi-circulaire qui sert à abriter la flottille, à abriter des attaques anglaises, parce que les Anglais évidemment ils sont de l'autre côté, ils ne voient pas d'un très bon oeil toutes ces troupes françaises qui s'amassent ici sur le littoral. Donc gravure qui représente ici le camp de Boulogne, plus précisément le port ici, vous avez en gros le portel Outreau quoi. Vous avez, alors vous connaissez certainement l'un des faits majeurs de ce camp de Boulogne, c'est que Napoléon a profité de la présence de troupes importantes militaires sur la côte pour organiser une cérémonie de remise de la Légion d'honneur le 16 août 1804. Et alors, donc, on parle bien du camp de Boulogne, hein, qui était là, mais en fait, le camp de Boulogne, l'appellation camp de Boulogne recouvre en fait plusieurs camps, notamment à Coudekerque, n'est-ce pas Régis, à Ambleteuse et ici à Étaples. Alors il y en a d'autres, hein, il y a aussi à Brest, il y en a à Brest, il y en a en Belgique, mais en fait on l'appelle camp de Boulogne, mais il y a plusieurs camps qui sont disséminés, ce qui va m'amener donc à parler du camp d'Étaples, puisque aujourd'hui on est à Étaples, donc autant parler du camp d'Étaples. Alors peut-être c'est vrai qu'on ne voit pas très bien sur cette carte d'origine, mais ici en rose vous avez la ville fortifiée de Boulogne, ici c'est la basse ville, ici c'est la Liane, et en bas le rivage. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les deux camps qui étaient implantés ici des deux côtés de la Liane. En fait ces petits rectangles-là représentent des baraquements qui étaient installés et qui permettaient en fait aux troupes les troupes restaient bien évidemment étaient affectées au camp de Boulogne dans l'idée de passer de l'autre côté de la Manche et procéder à des manœuvres. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est ce que vous voyez là, c'est des maisons quoi, vraiment très bien alignées. Et je vous montre ça parce que le camp d'Étaples sera aligné exactement de la même manière. Alors, lors de ses séjours au camp de Boulogne, hein, Napoléon il va effectuer 5 séjours en tout au château de Pont-de-Brique. Alors des séjours qui vont durer de quelques jours à un peu plus d'un mois. Il vient en fait pourquoi? Pour vérifier que les installations qu'il a souhaitées, hein, dans le but de passer en Angleterre, que les travaux avancent, que les manœuvres avancent, en fait, il vient sur place pour galvaniser ses troupes. Et il s'installe donc dans ce château donc, qui existe toujours, dont Eric nous a parlé, qui est le château de Pont-de-Brique, qui est situé sur la commune de Saint-Léonard. Et ce château, il le choisit alors pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il est sur la route de Paris. Il n'y a pas beaucoup de travaux à faire lorsqu'il décide de s'installer, parce que tout va très vite. Et c'est un bâtiment qui est facile à sécuriser, ce qui compte, puisqu'en fait, le premier consul va être l'objet de plusieurs complots et attentats. Et ce qui ne gâche rien, il est également sur la route d'Étaples. Parce que, autre plan, vous avez en fait ici le château de Pont-de-Brique que je viens de vous montrer. Là, vous avez les troupes sont à peu près là, sur le camp de Boulogne.
Et puis, Napoléon, qu'est-ce qu'il fait quand il vient à Étaples? Il suit à peu près cette route. Alors, on le sait parce qu'on a trouvé des écrits du maréchal Ney qui expliquent que Napoléon passe par Neuchâtel, aujourd'hui Neuchâtel-Ardelot, lorsqu'il vient à Étaples. Et par contre, quand il vient de Paris, il prend cette route-là, qui était donc la route impériale et qui passe par Montreuil. D'accord? Donc, à Étaples, qu'est-ce qui s'y passe? On va avoir donc à l'embouchure de la Canche, puisqu'en fait la flottille va venir s'installer ici pour, pareil, aller en Angleterre, et donc va compter jusqu'à 21 000 hommes, ce qui est quand même assez remarquable. Alors, plusieurs divisions qui vont se disperser autour d'Étaples. Alors, de gauche à droite, on va retrouver le général Dupont, qui avait une division ici à Camiers. Alors, quand on vient plus sur la ville d'Étaples, ici, vous aviez un régiment de cavalerie qui était commandé par le général Tilly et qui était installé dans les fosses de l'ancien château. Loison, général Loison, qui est à l'actuel domaine du chemin des Prés, je vais en reparler, c'est à cet endroit-là qu'ont eu lieu les fouilles archéologiques dans les années 2010. Nous avions à Fromessan deux généraux qui se sont succédés, Partourneau et Malher, sachant que Malher, lui, il avait sa résidence au château de Rosendal. Excusez-moi parce que Dupont, je ne l'ai pas précisé, mais Dupont habitait à Lefaux. Et enfin, pour diriger tous ces généraux que vous voyez là, il y avait donc un général qui deviendra maréchal pendant le camp de Boulogne, le maréchal Ney. Pourquoi je vous le mets deux fois? Parce que Ney, il avait son QG à Montreuil, raison pour laquelle à l'époque on ne parlait pas de camp de Boulogne ni de camp d'Étaples, mais camp de Montreuil. Aujourd'hui, c'est un hôtel Loisel-le-Gaucher, je crois. Et le maréchal Ney avait sa résidence privée au château de Rec-sur-Course, ici près de Montreuil. Donc le château de Rec, je vais en reparler tout à l'heure. Donc voilà un petit peu le camp d'Étaples, comment il s'est organisé. Ici, vous avez un extrait de délibération qui date de 2010. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans les années 2010, là où il y a l'actuelle boulangerie, Ramée, le Aldi, etc., et tout ce qui était derrière, c'était des zones agricoles. Et sur ces zones, on a fait ce qu'on appelle une ZAC. Et il y a eu donc des fouilles archéologiques préventives, puisque juste à cet endroit-là, il y avait donc les troupes du général Loison, le 69e d'infanterie de ligne, si mes souvenirs sont bons. Et donc la mairie d'Étaples a décidé de nommer les rues du nouveau domaine du chemin des Prés de noms d'officiers de cette période. Et alors voilà, quelques noms. Le chemin des Prés, et puis on va trouver donc le maréchal Ney, la rue du général Dupont, la rue du général Loison. Alors ici on voit pas bien, mais c'est Tilly. Alors lui, Tilly, c'est la cavalerie dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici donc la résidence Austerlitz. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui en fait le camp d'Étaples est encore présent. Par le choix qui a été fait par la municipalité de donner des noms napoléoniens à ces rues sur ce nouveau quartier. Alors, pour en revenir à Napoléon, donc Napoléon, il est venu à Étaples. Alors, je vous donne ici en fait un panorama de ces différentes visites. Il est venu une première fois en février 1798. Alors vous allez me dire, oui, mais on parle depuis tout à l'heure, vous me parlez de 1803. Oui, c'est parce qu'en fait, sous le directoire, il y avait déjà eu un projet de descente en Angleterre. Et à l'époque, le général Bonaparte, qui n'était pas encore premier consul, qui était général, était venu. Et il trouvait que c'était pas du tout réaliste comme projet. Et lui, il a préféré en fait être à la tête de l'expédition d'Égypte. Mais donc voilà, entre-temps il y a eu ce que je vous ai dit tout à l'heure, le traité d'Amiens, la rupture du traité d'Amiens, et là il reprend en fait ce projet de 1798 et il revient
Il revient en juin en provenance de Montreuil et il descend donc à la maison qui est tenue par un monsieur Souquet-Marteau qui deviendra ultérieurement maire d'Étaples, et cette maison est encore actuelle place du Général de Gaulle. Je vous précise qu'à l'époque ça ne s'appelait pas place du Général de Gaulle parce qu'on était en 1803. Quelques photos qui montrent cette fameuse maison qui existe toujours, source musée Quintovic. Une photo qui a été prise vraisemblablement au début du XXe siècle. Donc Napoléon est descendu dans cette maison. Après sa visite, le propriétaire a ajouté des mascarons, c'est-à-dire a posé comme ça des portraits ici, pour dire que voilà, dans cette maison, Bonaparte, il est venu. Alors la source ici, c'est l'association Mémoire d'Opale. Il y a un excellent article qui a été rédigé par Thomas Billet-Bonvoisin à propos justement du camp d'Étaples, et mon collègue de l'association Mémoire d'Opale donc décrit un petit peu l'histoire de ce lit dans lequel Napoléon aurait dormi. Au château de Pont-de-Brique aussi, il y a une histoire de lit, mais il n'y a rien d'authentique dans ces histoires-là. On ne saura jamais, je pense, si Napoléon avait vraiment dormi dans ce lit. Il est vraisemblable que non. Mais le propriétaire faisait visiter en disant oui, si, c'est là que Napoléon a dormi, et il en était très fier, et on comprend. Donc la maison actuelle, voilà à quoi elle ressemble actuellement. Alors, je suis très contente parce que dans la salle, il y a Régis Jonker qui a donc œuvré pour cet ouvrage que je vous recommande, Le camp de Boulogne, berceau de la Grande Armée. Cette illustration est issue représente la maison Souquet-Marteau et provient de ce livre. Napoléon va revenir une deuxième fois, toujours sur l'année 1803, donc il est venu 2 fois en 1803 à Étaples. Il revient, apparemment il s'y trouvait bien à la maison Souquet-Marteau. Et puis il va revenir une dernière fois en août 1804, Napoléon, pour passer en vue les différentes divisions, l'Oison, Dupont, etc. Et il ira même jusqu'au camp de Fromesan. Et après, eh bien, l'année suivante, en 1805, il y a toujours le camp de Boulogne, on est en août. Napoléon espère vraiment que cette fois-ci, il va réussir à traverser la Manche d'une seule traite. Et en fait, il doit le faire en une seule marée, mais pour cela, il doit être aidé par l'amiral Villeneuve, qui ne viendra jamais, en fait, qui ne pourra jamais venir parce qu'il est coincé par les Anglais à Cadix. Il ne pourra jamais remonter pour ici protéger la traversée de la Manche. Et puis, alors, par ailleurs, il y a une coalition qui se met en place à l'Est, une coalition qui est soutenue par les Anglais, mais qui est donc à la tête desquels il y a l'Autriche et la Russie. Et ils enfoncent en fait la frontière bavaroise qui est l'allié de la France à l'époque. Et donc Napoléon, pour cette double raison, décide que c'est terminé. En fait, il ne pourra pas, du moins pas cette fois-là, pas cet été-là, franchir la Manche. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait faire volte-face à ces troupes qui étaient rassemblées ici, camp de Boulogne. D'ailleurs, vous voyez ici, on voit bien Étaples apparaître. On va vers l'Est, on va vers Strasbourg, on est début septembre 1805, et il va y avoir comme ça une marche sur la Bavière jusqu'à en fait, en République actuelle tchèque, où le 2 décembre, il va y avoir donc la fameuse bataille d'Austerlitz. Donc en fait, Napoléon, en un mot, il change de stratégie. J'aime bien... Alors, voilà, j'ai un peu coupé, mais cette photo, c'est moi qui l'ai prise et c'est au musée de l'Armée à Paris. Et c'est une carte qui explique donc la volte-face de la Grande Armée, puisqu'en fait, avant de quitter Boulogne, Napoléon va décréter que son armée, l'armée des côtes de l'océan, s'appellera désormais Grande Armée. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que l'armée que le camp de Boulogne, c'est le creuset de la Grande Armée qui va être victorieuse et qui va être particulièrement héroïque sur les champs de bataille. Alors, là, je vous expliquais pourquoi Napoléon, il est venu à Boulogne et à Étaples.
Et dans la deuxième partie, on va faire connaissance de son beau-fils, qui lui aussi est venu au camp de Boulogne, alors Eugène. Donc, alors on ne voit pas très bien, mais enfin Eugène est ici sur l'arbre généalogique d'Eugène, ici Eugène, sa mère Joséphine, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, son père Alexandre de Beauharnais, je vais en parler un petit peu, ici c'est son épouse dont on parlera tout à l'heure, et ici sa sœur Hortense. D'accord? Donc c'est pour vous situer Eugène dans la généalogie. Donc là, jusque-là, rien à voir avec Napoléon, étant donné qu'ils n'ont pas de lien, Eugène de Beauharnais n'a pas de lien de parenté avec Napoléon. Je vais vous parler un petit peu du père d'Eugène, Alexandre de Beauharnais. Il est né en 1760, il est mort en 1794. Alors cette date de 1794, elle devrait vous dire quelque chose. C'est la terreur, merci. C'est exactement ça. Le vicomte de Beauharnais était un aristocrate qui avait épousé les idées de la Révolution. Il s'était engagé en tant que général, dans l'armée du Rhin notamment. Malheureusement pour lui, il subit une lourde défaite à Mayence, ce qui fait qu'il est arrêté en janvier 1794 et il va comparaître devant le tribunal révolutionnaire parce qu'à cette époque-là, c'était pas très bon d'avoir eu des défaites, déjà d'être un militaire qui ayant échoué et en plus d'être un aristocrate. Donc vous avez sur ce tableau la représentation ici au centre du général Alexandre de Beauharnais, vicomte de Beauharnais, Eugène, Hortense et Joséphine, puisque effectivement ils étaient mariés à l'époque, bien qu'il y ait eu pas mal de problèmes matrimoniaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, ils vivaient plus ou moins séparés. Mais alors les circonstances ont fait que Joséphine aussi va être emprisonnée, elle échappera de très très peu à la guillotine. Donc il est guillotiné, le père d'Eugène, et du coup Joséphine se retrouve veuve avec deux grands enfants, vous l'aurez compris. Et s'il n'y avait pas eu ces circonstances, peut-être que Joséphine n'aurait jamais rencontré Napoléon. Elle s'est mariée avec lui aussi parce qu'elle était veuve, parce qu'elle cherchait quelqu'un pour l'entretenir. Parce qu'à l'époque, les femmes de l'aristocratie ne travaillaient pas, il fallait se trouver un mari pour subvenir à ses besoins. Dans ses mémoires, Eugène, alors que vous voyez ici, et là ici c'est le général Bonaparte, raconte qu'il est à l'origine de la rencontre entre Bonaparte et sa mère. C'est une version qui est contestée par quelques historiens. En fait, à l'époque, donc on est en octobre 1795, et il est interdit pour les Parisiens de garder des armes chez eux, parce qu'en fait c'est en période révolutionnaire, on a peur des insurrections, etc. Et Eugène, il a chez lui, il a quoi? Il a gardé le sabre de son père Alexandre, celui qui a été guillotiné. Et donc il va voir le général Bonaparte, enfin c'est lui qui le raconte dans ses mémoires, et il lui demande s'il peut conserver l'arme. Le lendemain, donc, Bonaparte se rend chez Eugène avec un récépissé disant « j'autorise la famille Beauharnais à garder l'arme et tout ». Et c'est ainsi qu'il aurait rencontré à cette occasion-là Joséphine. Alors, est-ce que, levez la main ceux qui ont vu le film de Ridley Scott, Napoléon? Ah, ben vous êtes nombreux, enfin pas très nombreux, je pensais que tu avais vraiment... Ouais. Alors, si vous avez vu le film, c'est sûr, vous avez certainement vous souvenez qu'au début du film, la scène est représentée. Et c'est vrai qu'on va pas... Voilà, moi je pense que le film est un ratage complet, mais c'est raté, c'est dommage, parce qu'on aurait pu faire Ridley Scott aurait pu faire certainement quelque chose de très très bien. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas enlever à Ridley Scott, c'est que pour faire son film, il s'est inspiré de tableaux célèbres de la période, dont celui-ci, alors qui a été fait bien après, hein, ça fait partie de la légende napoléonienne. Et ce qui est rigolo, c'est que dans le film, l'acteur qui joue le jeune Eugène, il a à peu près cette tête-là, alors qu'en réalité, Eugène avait déjà 14 ans. D'accord? Alors, rencontre
rencontre avec Eugène en octobre, enfin Eugène rencontre son beau-père, Joséphine rencontre donc le général Bonaparte, ils se rencontrent en octobre 95, ça c'est sûr, et ils se marient très vite, c'est-à-dire en mars, quelques mois plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que Napoléon à l'époque il a 26 ans, et Joséphine, elle en a 32. Et comme vous l'avez vu, dans la corbeille de mariage, elle apporte 2 grands-enfants. Hein, je vous le rappelle, je pense l'avoir dit, mais Eugène a 14 ans et Hortense en a 12. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle les Bonaparte vont pas du tout apprécier la famille Bonaparte, hein, la famille, les frères, les sœurs, la mère de Bonaparte ne vont pas apprécier ce mariage. Déjà, la promise est plus vieille que lui, et en plus, il apporte 2 grands-enfants, c'est-à-dire que le général il se retrouve tout de suite avec une famille de 3 sur les bras. Alors, Eugène, lui, il est ravi, parce qu'en fait, Napoléon, que vous voyez ici au centre, devient son père de substitution. Vous vous souvenez qu'il a perdu son père. Et alors, il va d'abord, ce que rêve de faire Eugène, il rêve d'une carrière militaire. Alors Eugène, il n'a jamais fait d'école militaire, donc ce qui va, contrairement à Napoléon, qui lui a fait les écoles royales, etc., Eugène, il apprend sur le tas, et il apprend son métier de militaire en étant aide de camp. Voilà, ici, et il a d'ailleurs un brassard qui indique qu'il est aide de camp. C'est un célèbre tableau, je ne voulais pas préciser, mais c'est au moment donc de la campagne d'Égypte. Donc Eugène, ravi de suivre son beau-père en tant qu'aide de camp. Et puis quelques années plus tard, après la campagne d'Égypte, après voilà, on est sous le consulat, Eugène a à peine une petite vingtaine d'années, et il demande à son père, son beau-père, pardon, Napoléon, bon il en a un petit peu assez de, voilà, d'être aide de camp, et Napoléon le propulse comme colonel des chasseurs à cheval de la garde, alors pas tout de suite, hein, au bout de quelques années. Donc ici on a un portrait célèbre d'Eugène par Gérard, qui représente Eugène donc en colonel des chasseurs à cheval de la garde, alors avec un uniforme vert à parement rouge. Et c'est l'occasion de parler du physique d'Eugène. Donc Eugène ici, il a une vingtaine d'années, puisque voilà, c'est représenté en 1800, ouais c'est ça, une vingtaine d'années. Sans doute un peu plus, voilà, dans une réalité un peu sublimée, parce qu'il y a certains écrits qui le décrivent pas très beau, et surtout avec la dentition de sa mère, c'est-à-dire en fait pas avec une très belle dentition. Mais là c'est vrai qu'il est sublime, Eugène, sur ce tableau, il est beau gosse comme dirait ma fille, et autant profiter. Et puis il a une moustache, alors je vous parle de la moustache d'Eugène, parce qu'en fait, dans le stéréotype, dans toutes les représentations, souvent, la plupart des représentations qui vont arriver d'Eugène, il a sa moustache, et dans le film de Ridley Scott, il ne parle pas, Eugène, il n'a pas de scène parlée, à part la scène, enfin, je veux dire, Eugène adulte, hein, mais on le reconnaît à sa moustache et dans différentes scènes. Alors moi j'ai l'œil, hein, parce que je suis une spécialiste d'Eugène, mais on le voit notamment en Russie avec sa petite moustache. Alors, un néfaste pour Eugène que c'est... Alors il va arriver au camp de Boulogne, hein, je vais y arriver, mais parallèlement au camp de Boulogne, Eugène se fait offrir magnifique hôtel particulier à Paris, l'hôtel de Villeroy à l'époque, qui est devenu donc hôtel de Beauharnais dans ces années-là. Vous avez la devanture de l'hôtel. J'ai eu la chance d'y aller en février de l'année dernière, ça fera un an. Aujourd'hui, résidence de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Et en fait, cet hôtel particulier est situé rue de Lille. Et en fait, il est décoré, c'est son intérêt, à l'intérieur dans le plus pur style empire. C'est l'un des derniers de la capitale. En fait, tout ce qui est ici, le rez-de-chaussée et le premier étage sont décorés en style empire. Ce que vous avez là, en fait, c'est la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne qui, en fait, accepte de faire visiter. Les salons servent d'apparat. Si un jour vous avez l'occasion, voilà, d'aller dans une grande réception invitée par l'ambassadeur d'Allemagne, vous aurez peut-être l'occasion de visiter l'hôtel de Beauharnais à Paris.
Donc, je vous parlais, donc je vous ai montré un portrait d'Eugène donc en uniforme de colonel de chasseur à cheval de la garde, c'est-à-dire un colonel dirige un régiment. Et qu'est-ce qu'ils font ces chasseurs à cheval de la garde? Vous allez me dire, bon, ben, ils font partie de la garde. Alors la garde du premier consul, qui va devenir ensuite la garde impériale, c'est tout simplement la garde rapprochée de Napoléon, premier consul puis empire. Alors il n'y a pas que des chasseurs à cheval, il va y avoir des cuirassiers, il va y avoir l'infanterie, enfin, etc. Et donc les chasseurs à cheval de la garde en font partie, ils sont une émanation des guides de la campagne d'Égypte. Ce qui va amener en fait Eugène à Boulogne, c'est tout simplement, il escorte son beau-père lorsque son beau-père vient à Boulogne. Et puis bon, alors j'ai pas de témoignage sur le fait qu'Eugène soit venu à Étaples, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est certainement venu puisqu'il faisait partie de l'escorte. Vous avez ici une belle gravure, moi je l'aime beaucoup, qui représente donc les chasseurs à cheval de la garde. On les reconnaît à leur uniforme vert et rouge. Ici l'attelage et ici la berline de l'empereur. Et donc le petit point qu'on voit là, c'est Napoléon qui sort la tête de la vitre de la portière pour parler avec ici sans doute peut-être un aide de camp de son escorte. Donc on peut très bien imaginer qu'arrivant de Montreuil et allant vers Étaples, les gens sidérés voyaient arriver ce magnifique cortège chamarré sur la route. Donc, version moderne de l'escorte, voilà, où c'est dommage, enfin bon, on a encore une garde républicaine à cheval, sinon donc, mais voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'Eugène est venu à Boulogne? Eh bien, pour les historiens, ce qui compte, c'est les écrits, c'est les mémoires, c'est les courriers. Et dans les courriers, on va essayer de chercher du moins des traces de la présence de tel et tel personnage historique. Alors malheureusement pour nous, Eugène, dans ses mémoires inachevées, ne parle pas du tout du camp d'Étaples. Par contre, il y a des lettres, alors je ne veux pas toutes, très peu de toute façon. En tout cas, je m'arrête une petite seconde sur cette lettre qu'il écrit à sa sœur Hortense, ça tombe bien puisqu'on a parlé d'Hortense tout à l'heure, lors du voyage de juin 1803. Vous vous souvenez, le voyage de juin 1803, c'est à ce moment-là que Napoléon était venu pour voir si c'était possible de développer tout son projet. Et alors, cette lettre, elle est intéressante parce qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau personnel et un niveau plus historique, politique. Bon. D'abord, il s'adresse à Hortense. Cette lettre que vous voyez ici à droite, elle est aux archives nationales. Elle était dans les papiers d'Hortense. Et donc, dans cette lettre, Eugène, je vous rappelle, il est tout jeune, il a 20 ans, il a beaucoup d'affection pour sa sœur, et il lui dit c'est ta fête demain, ma bonne Hortense, et je suis fâchée de ne pas être un des premiers à te le dire, voilà, c'est mignon. Et puis dans la même lettre, il parle de Napoléon, ça va nous intéresser plus sur un plan historique. Il va dire, par exemple, extrait, depuis notre arrivée ici, le premier consul a été presque toujours à cheval. Donc arrivé où? À Boulogne, puisque c'est écrit ici, Boulogne-sur-Mer. D'accord? Alors cette histoire de cheval, ça va poursuivre un peu ce pauvre Eugène. Il faut savoir que la deuxième lettre que j'ai retrouvée, elle date d'un an après, en 1804, donc il est revenu à Boulogne, et il écrit à Bessières. Alors vous voyez ici la statue du maréchal Bessières. Bessières qui est à la fois son ami et son supérieur hiérarchique, parce que Bessières, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de l'ensemble de la cavalerie de la garde. Et donc Eugène, il lui écrit depuis Pont-de-Brique en 1804, et il lui dit quoi? Il lui dit « Nous restons 10, 12 ou 14 heures à cheval. » Alors nous, aujourd'hui, on passe 10 heures sur un ordinateur, mais à l'époque, c'était plutôt 10 heures à cheval, et c'est sûr que ça devait faire un petit peu mal aux fesses. En tout cas, il se plaignait un peu des conditions, puisque Napoléon, infatigable, évidemment, il était presque toujours, on va dire, à cheval, et à chaque fois qu'il montait et qu'il allait quelque part, eh bien l'escorte devait le suivre.
plus amusant dans une lettre de Napoléon. On a une lettre de Napoléon à Joséphine en 1804 qui prouve qu'Eugène était bien à ce moment-là à Boulogne. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Il lui dit « Eugène fait la cour à toutes les femmes de Boulogne et ne s'en porte que mieux ». Donc c'est quand même amusant. Et donc on imagine Eugène alors avec ce magnifique uniforme. Et effectivement, il devait avoir beaucoup de succès auprès de la gente féminine. Pourquoi? Alors si Napoléon écrit à Joséphine, c'est parce qu'en fait elle n'est pas au camp de Boulogne. Parce que peut-être que vous posiez la question, bon, on parle, il y a Eugène, il y a Hortense, il y a Napoléon, et quid de Joséphine? Eh bien, elle n'est jamais venue à Boulogne en fait. Et donc c'est la raison pour laquelle on trouve de nombreuses lettres de Napoléon à Joséphine écrites depuis le camp de Boulogne. Une autre image qui représente encore un chasseur à cheval de la garde. Et alors vous connaissez certainement ce tableau qui est le couronnement, l'autocouronnement de Napoléon Empereur en décembre 1804, célèbre tableau de David. Alors 1804, on est en plein camp de Boulogne. Là on n'est pas à Boulogne, hein, on est à Paris bien entendu, mais c'est pour dire que pendant le camp de Boulogne, il y a eu d'autres événements super importants. Et est-ce que vous pouvez me retrouver Eugène là-dedans? Ça va être compliqué. Alors, alors bon, on a évidemment Napoléon ici. Hein, et la mère d'Eugène, Joséphine. Voilà Eugène, qui est représenté donc magnifique, avec sa petite moustache. Ici, c'est le cordon de la Légion d'honneur. Hein, il est en uniforme d'apparat des chasseurs à cheval. Et le monsieur avec les cheveux blancs ici, c'est Talleyrand, bravo. Alors, on a parlé du camp de Boulogne, 1803, Eugène y était, 1804, il y était, on a des lettres, on a des témoignages, mais il n'y était pas en 1805, parce qu'entre 1804 et 1805, il va se passer quelque chose pour Eugène, de très important dans sa vie, c'est que début 1805, mai très exactement, Napoléon est couronné roi d'Italie. Hein, voilà, donc c'est l'Italie du Nord en fait. Et donc après avoir réfléchi à plusieurs hypothèses, il décide de mettre son beau-fils Eugène sur le trône, enfin comme vice, alors pas sur le trône, hein, mais comme vice-roi d'Italie. C'est-à-dire qu'en fait, Eugène représente Napoléon en Italie, tout simplement. Donc, ce qui fait que dès juin 1805, notre Eugène, ici représenté d'ailleurs en vice-roi d'Italie, il est à Milan, où est le centre du pouvoir à l'époque, et il n'aura plus l'occasion de revenir à Boulogne, et surtout il n'aura pas l'occasion de voir sa sœur Hortense, qui elle va venir en août 1805. Voilà, donc on va parler maintenant d'Hortense. Dans quelles circonstances elle est venue? Donc Hortense, elle a pour père, on l'a vu tout à l'heure, Alexandre de Beauharnais, et Joséphine bien entendu. Et puis, alors je vous le dis tout de suite, parce que souvent, il y a souvent des confusions. Hortense, elle s'est mariée avec... Elle a été mariée à la demande de Napoléon à Louis Bonaparte, qui était donc un des frères Bonaparte. Et ensemble, ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu un premier garçon, Napoléon Charles, qui est venu à Boulogne, je vais en reparler tout à l'heure. Un deuxième, Napoléon Louis, mais alors lui, il est mort dans la vingtaine en Italie, donc bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et finalement, donc, le fameux Napoléon III, c'est bien le fils d'Hortense, et lui, c'est le cadet. C'est le 3e fils que Hortense aura eu avec Louis Bonaparte. Donc ça, c'est pour planter un petit peu le décor. Alors, je vous disais tout à l'heure, voilà, portrait d'Eugène, un petit peu moins flatteur que tout à l'heure. Et ça, c'est... Bon, ouais, Hortense avait de multiples talents, de dessinatrice, encore que là, bon, on pourrait peut-être en discuter. Mais en tout cas, dans une de ses lettres, elle dit que Eugène, c'est le frère le plus parfait et le plus tendrement aimé. Parce qu'en fait, c'est vrai que les épreuves qu'ils avaient traversées pendant la Révolution française, parce qu'ils ont fait se retrouver orphelins tous les deux, les auront beaucoup rapprochés. Alors, on va parler un petit peu de Louis. Hortense est encore toute jeune, elle a 19 ans, je crois, quand elle se marie en janvier 1802. Louis,
Alors il faut savoir que Louis Bonaparte, en fait, c'était le seul Bonaparte disponible à ce moment-là. Ils étaient voilà, soit mariés, soit trop jeunes. Bon, malheureusement, le couple, Louis est quelqu'un d'assez, pas très sympathique. Ils s'entendront jamais. D'ailleurs, ils vont finir par se séparer. Mais bon, ils auront quand même fait 3 enfants ensemble, dont un futur empereur. C'est avec le petit Napoléon Charles, ici, sur le portrait, que Hortense est venue au camp de Boulogne. Malheureusement, ce petit, donc, qui est l'aîné de Louis et d'Hortense, il va mourir en Hollande d'une maladie infantile. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça à l'époque, et beaucoup d'enfants qui mouraient jeunes. Et en attendant, bon, il est bien vivant lorsqu'il arrive à Boulogne. Elle arrive en août 1805, pourquoi faire? Eh bien tout simplement parce que Napoléon lui a demandé de venir. Napoléon qui adorait les enfants, qui avait d'ailleurs espéré à un moment donné adopter le petit que vous voyez là, puisque dans le même temps, je vous le rappelle, il n'a toujours pas d'enfant avec Joséphine, et ça lui pose des gros problèmes par rapport à ses visées dynastiques. Donc sans doute que voilà, il a envie de les voir, ils font partie de la famille, donc pourquoi pas. Et lorsqu'elle vient en fait à Boulogne, en août 1805, elle fait une halte au château de Recques, dans la vallée de la Course, près de Montreuil, résidence privée du maréchal Ney. Alors, je vais vous expliquer pourquoi elle s'arrête chez le maréchal Ney. Alors d'abord, une photo du château de Recques-sur-Course qui a été vraiment magnifiquement restaurée par son propriétaire. C'est une propriété privée et propriétaire. La gentillesse de me permettre de faire cette photo qui remonte à l'été dernier. Voilà, alors qu'est-ce qui l'amène à Recques? C'est qu'en fait, Hortense, que vous voyez là, était très amie avec cette personne qui s'appelle Adèle Auguier et qui elle-même était la sœur de la femme du maréchal Ney. Je ne sais pas si vous me suivez. Maréchal Ney, donc, s'était marié avec Aglaé, qui avait une sœur Adèle. Et voilà, alors les trois ont été très liés, mais surtout Adèle, qui a été la confidente d'Hortense, et qui, voilà, tellement proche d'ailleurs d'Hortense qu'on la voit ici sur ce portrait. Donc voilà, Adèle faisait partie du voyage et Hortense et Adèle arrivent chez Aglaé Augier, femme du maréchal Ney. Alors elle ne va pas rester longtemps cette fois-là au château de Recques, mais j'en reparle tout à l'heure. Ce qu'il y a de bien avec Hortense, c'est que contrairement à Eugène, elle a écrit sur le camp de Boulogne. Et ça c'est précieux parce qu'elle a écrit des lettres, notamment à Eugène, puisque je vous le rappelle, Eugène, en août 1805, il est en Italie. Donc, que fait Hortense? Elle lui écrit, fort logiquement, et elle lui décrit le camp de Boulogne. Alors, des petites anecdotes, moi, je trouve ça mignon. Vous avez ici le château de Pont-de-Brique, hein, donc Napoléon y a résidé. Ici, vous avez au premier étage le salon de l'empereur qui donne sur le parc. Et voilà, dans ses mémoires, Hortense explique en fait, elle se trouvait dans le salon de son beau-père, et puis elle regardait donc derrière la jalousie, c'est-à-dire en fait derrière les volets. Alors on est au mois d'août, donc on peut imaginer qu'on a fermé un peu les volets parce qu'il fait chaud, et elle se cache là derrière, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'amuse en voyant des soldats de la garde qui se délassent en dansant sur la pelouse. Elle explique même que l'un d'eux prenait un violon et donnait une leçon de danse aux autres. Alors bon, il faut rappeler, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Hortense, elle est mariée, mère de famille, mais quand elle est au camp de Boulogne, elle n'a que 22 ans, donc elle est encore toute jeune et elle s'amuse. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle témoigne en disant que l'empereur nous surprenait parfois dans cette occupation et riait avec nous. Voilà, Napoléon intime dans l'intimité qui s'amuse aussi, et je trouve que c'est un témoignage qui est assez touchant. Alors, lorsqu'elle séjourne au camp de Boulogne, Hortense a l'occasion de revoir cet homme qu'elle connaissait déjà, qui est en fait les deux camps de Murat. Et il s'appelle en fait Charles de Flahault, et avec ce Charles de Flahault, quelques années plus tard, elle va avoir un fils naturel, le duc de Morny. Alors,
pas au moment du camp de Boulogne, mais quelques années après, il y aura donc, elle va se séparer de Louis et elle va vivre en concubinage plus ou moins avec ce Charles de Flahault qui était un homme très fringant, très séducteur. Et voilà, et donc elle aura eu finalement quatre fils, Hortense, dont ce fameux duc de Morny qui est né en 1811. Je vous ai dit tout à l'heure que Hortense était la mère de Napoléon III. D'accord, son dernier fils officiel, enfin légitime. Et donc ce fameux duc de Morny, qui sera également à l'origine de la création de la station balnéaire de Deauville, il sera ministre de l'Intérieur de Napoléon III. Il va jouer un grand rôle lors du coup d'État qui va instaurer en fait le Second Empire. Voilà, ça c'était pour vous parler un petit peu de la situation d'Hortense. Mais revenons donc au camp de Boulogne. Alors non seulement Hortense est venue à Boulogne, mais elle est venue à Étaples. C'était un petit peu logique puisqu'elle était proche du maréchal Ney, et forcément le maréchal Ney lui avait dit bon bah venez assister à mes manœuvres, etc. Et à l'époque il n'y avait pas la télé, hein, donc assister à des manœuvres militaires, c'était sûrement un beau spectacle pour tuer le temps. Et donc, après avoir assisté donc, à ces manœuvres, elle retourne chez l'aîné, hein, au château de Rec, à Rec-sur-Course, et elle assiste à un bal donné en son honneur et elle dort sur place. Bon, tout ça le rencontre dans les mémoires. Donc ça, on en a fini avec le camp de Boulogne. Là, maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé après dans leur vie ? Alors, Napoléon, donc bon, je vais passer rapidement parce qu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Hein. Il y a le divorce en 1809 avec Joséphine, puisqu'en fait, il a des enfants naturels qui lui prouvent que lui, il peut avoir des enfants, et donc que c'est Joséphine qui est stérile. Donc, il va divorcer, mais bon, il lui fera quand même des cadeaux, dont le cadeau du magnifique château de la Malmaison. Il va se marier donc de son côté avec la jeune impératrice Marie-Louise, avoir un enfant en 1811 qui sera l'Aiglon. Ce qu'il faut souligner, c'est que Napoléon avait adopté Eugène de Beauharnais. Et donc jusqu'à la naissance donc, de Napoléon II, fils légitime de Napoléon, eh bien Eugène est resté un héritier potentiel puisqu'il était en fait fils adoptif de Napoléon. Mais bon, voilà, ça s'est pas fait. Après, ça commence à aller un peu plus mal. En 1812, retraite de Russie, première abdication après la campagne de France en 1814. Et donc il abdique et il est à Elbe. Puis il revient, c'est les 100 jours, la défaite de Waterloo, l'exil à Sainte-Hélène, et hop, il meurt le 5 mai à Longwood House à seulement 51 ans. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il ne restait plus que son fils légitime du coup, mais lui-même meurt de la tuberculose dans la vingtaine à Vienne, à l'Aiglon. Donc sans descendance, donc c'est terminé pour cette branche directe de Napoléon. Voilà donc un portrait de l'Aiglon, évidemment, qui a inspiré la célèbre pièce d'Edmond Rostand. Et Eugène, dans tout ça. Alors Eugène, il va faire un beau mariage. Eugène, en fait, bon, évidemment, Napoléon, il a arrangé tous les mariages de sa famille, mais dans la grande loterie des mariages arrangés, Eugène ne sera pas trop mécontent de se marier avec la fille du roi de Bavière. Donc ici, vous avez une scène qui représente le mariage d'Eugène, en présence donc de Napoléon ici, de sa mère Joséphine. Eugène est en vert et il épouse Auguste Amélie de Bavière. Alors à l'époque, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bavière étant alliée de la France, Napoléon va œuvrer pour un rapprochement. Et il va d'ailleurs, pour rendre Eugène plus présentable aux yeux de sa belle famille, c'est à cette occasion-là qu'il va se décider à adopter Eugène. Un plan plus rapproché qui montre ici Eugène avec Eugène en vert avec son épouse, et ici le monsieur là avec qui c'est? Non, on en a parlé tout à l'heure. C'est Bessières. C'est le maréchal Bessières. Alors qu'on connaît sur les tableaux, supérieur hiérarchique d'Eugène lorsqu'il était
à la tête du régiment des chasseurs à cheval. Et surtout, ce qui est marrant avec Bessien, c'est qu'il va toujours garder cette coiffure d'ancien régime. C'est à ça qu'on le reconnaît sur les images. Ici, bon, je ne veux pas détailler, mais il y a aussi deux personnages célèbres, ici en rouge, du rock. Ici, je vous ai parlé de l'Italie tout à l'heure, portrait d'Eugène. Ah oui, parce qu'en fait, Eugène se marie en Bavière, mais tous les deux, ils vont gouverner l'Italie. Donc, Eugène, vice-roi d'Italie, et sa femme, Auguste Amélie de Bavière, on dit Auguste, hein, pas Augusta, Auguste Amélie, qui donc vont régner pendant presque 10 ans sur l'Italie du Nord. Enfin, régner vice-roi et vice-reine, hein, donc c'est un peu plus nuancé. Alors, Auguste Amélie, qui était d'une beauté, alors comme vous le voyez ici encore, un portrait de la vice-reine. Et un autre portrait, je vous la montre parce qu'en fait, sur ce portrait, elle arbore un collier qui lui a été offert par Hortense, sa belle-sœur. Et ce collier, aujourd'hui, il est dans les collections de la Malmaison. Eugène, alors là, vous le voyez sur un portrait qui est célèbre, hein, parce qu'en fait, on l'a quitté tout jeune, tout fringant au moment du camp de Boulogne. Et puis, après la campagne de Russie, il prend un sacré coup de vieux. Il devient un petit peu chauve, là. Mais il a encore sa moustache. Et c'est à ça qu'on le reconnaît sur le portrait, quand je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, Eugène, bon, bah, il est en Italie, tout se passe à peu près bien. Sauf que, évidemment, il va être entraîné ensuite dans la chute de l'empire de Napoléon, forcément. Il a quand même, parce qu'en fait, Eugène, bon, vous pouvez en parler pendant 5 heures, hein, je vais vous en faire grâce, mais il a aussi eu ses faits d'armes, notamment il a pris la tête de la grande armée lors de la retraite de Russie, lorsque Murat a abandonné en fait tout le monde. Et il est donc toujours en Italie, sauf que là, au moment où ça se délite, sa mère meurt au mois de mai 1814. Napoléon a abdiqué en avril et Joséphine meurt en mai. Alors il n'y a aucun rapport entre les deux. Elle meurt subitement d'une maladie foudroyante, mais de poitrine en fait. Et puis il abandonne son royaume d'Italie parce que ça se passe très mal à Milan et il trouve protection chez son beau-père, le roi de Bavière. Donc il rentre en Bavière à Munich et là on va, à partir de 1817, c'est pour ça que je ne veux pas vous embrouiller, mais il va être titré duc de Leuchtenberg, parce qu'en fait on va lui donner ce qu'on appelle un apanage, c'est-à-dire des terres sur lesquelles il a des droits en Bavière. Et de là vivre une vie assez paisible, mais malheureusement une courte vie, puisqu'il meurt à Munich à 42 ans seulement. Alors, d'une crise, il a beaucoup décliné sur la fin de sa vie. Il était même allé au zoo, pas Z, mais EAU, à Marienbad, où il avait rencontré Goethe, l'écrivain. Voilà, il se faisait soigner pour des problèmes de veines. Et en fait, bon, il meurt d'une crise d'apoplexie, mais en fait, bon, on dirait aujourd'hui un AVC, mais ayant été très diminué par la campagne de Russie. Ben, il avait morflé pendant la campagne de Russie, et après il meurt à seulement 42 ans. Et alors, je ne sais pas si la date du 21 février vous évoque 1824 vous évoque quelque chose, mais c'était mercredi, les 200 ans de la mort d'Eugène de Beauharnais. Ici, un tableau qui représente en fait la fin de vie d'Eugène sur son lit de mort, entouré des siens, genre image d'Épinal. Et je vais vous parler un petit peu de la descendance d'Eugène. Eugène, il est là, et ça, tac, 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 c'est les enfants qu'il a eus avec Auguste Amélie. Je ne vais parler que, sinon on en a pour la soirée, que de la fille aînée, que de la fille aînée Joséphine. Alors, vous me suivez, Joséphine, petite fille de Joséphine. D'accord, il y a Eugène entre les deux. Alors, qui va faire un beau mariage, Joséphine de Leuchtenberg. Elle va devenir en fait reine de Suède et de Norvège, en épousant qui? Alors, c'est marqué Oscar, mais Oscar, c'est le fils de Bernadotte, bravo, qui était donc, qui avait été, qui a trahi Napoléon. Je ne vais pas rentrer sur Bernadotte.
1823. Ce qui fait que Eugène, en fait, aura, puisqu'il est mort un an après, il aura la grande joie de voir sa fille, qui est très belle aussi, mariée, donc, et qui deviendra reine de Suède et de Norvège. Cette reine Joséphine de Leuchtenberg, du coup, va elle-même avoir des descendants et qui vont essaimer un peu dans toute l'Europe, ce qui fait que Eugène, c'est un peu le grand-père de l'Europe actuelle, puisqu'en fait, on a le grand-duc de Luxembourg, la famille Régnant de Belgique, de Danemark, qui descendent de ce couple formé par Joséphine et Oscar. Alors vous allez me dire, bon, ça fait beaucoup de Macron aujourd'hui, mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Alors, visite officielle du président Macron à Stockholm, 30 et 31 janvier 2024, donc il y a moins d'un mois. Première visite officielle à Stockholm d'un président français depuis 24 ans. Et là, je me dis, la Suède, il y a quelque chose à aller voir. Et oui, parce que Sylvia, que tout le monde connaît, reine de Suède, épouse de Karl XVI, roi de Suède, avait porté pour l'occasion un diadème, et voilà, qui venait en fait, qui vient, alors par le jeu des héritages successifs, qui vient de Joséphine, tout simplement. Et d'ailleurs, je le prouve. Alors, bon, c'est pas tout à fait... les diadèmes, bon, voilà, c'est des choses... Ça, voilà, enfin, les camées, c'est bien les bons camées, parce que c'est vrai que ça ne ressemble pas tellement, mais... Enfin bon, c'est ça. Et de toute façon, à part ce diadème, en fait, la reine Sylvia, elle a toute une collection, elle a bien de la chance, toute une collection de diadèmes, de tiares, qui proviennent donc de Joséphine de Leuchtenberg, fille d'Eugène. Alors moi j'aime bien ce portrait de Joséphine parce qu'ils sont rares les portraits dans la maturité, et ce portrait a été peint vraiment quelques temps avant sa mort. Elle est morte dans la cinquantaine. Quant à Hortense, alors ça va être un petit peu plus rapide, hein, Hortense qui a été reine de Hollande, qui va donner naissance ensuite à Napoléon III. Bon, ça va être un petit peu mouvementé au niveau de la chute de l'Empire, puisqu'elle va d'abord se rallier aux Bourbons, à Louis XVIII, elle va avoir Louis XVIII, et puis après Napoléon revient, vous vous souvenez, c'est les 100 jours, et là elle se dit j'ai fait une connerie, et donc elle va le voir, Napoléon lui passe un savon, mais elle se rallie à Napoléon, ce qui lui vaudra de vivre en exil, hein, puisque après la chute, évidemment, de Waterloo, etc., mais quand même, elle va avoir la joie dans sa vie de retrouver, d'habiter en fait en Bavière, où elle va se rapprocher de son frère Eugène, puisqu'en fait Eugène était en Italie, elle était en Hollande, donc ça facilitait pas les rapprochements. Et comme tout le monde, elle va mourir un jour, et elle meurt à 54 ans au château d'Arenenberg en Suisse. Et je vous ai mis quand même mémoire que elle n'aura pas vu l'avènement du Second Empire, son fils, son dernier, puisque c'est 1852. En conclusion, puisque j'ai terminé, la question c'est, est-ce que Eugène aimait ses beaux-enfants? Alors, oui ou non? Alors, oui. Et Napoléon, voilà, il les a adoptés. Alors, il leur a fait des tours pendables quand même, hein, puisqu'il a marié quasiment de force Hortense avec son frère. Ouais, c'est un peu comme des pions finalement sur l'échiquier de Napoléon. Mais en même temps, il avait une réelle affection vis-à-vis des deux. Et voilà, donc ça c'est important de le souligner, parce que ça prouve que Napoléon, c'est vrai, il avait l'autorité, etc., mais il était capable d'avoir des sentiments, et il avait des sentiments envers ses beaux-enfants, et notamment, il reconnaissait une qualité, c'était que contrairement à ses frères et sœurs, il ne demandait jamais rien. Voilà. Donc en conclusion, voilà, il ne demandait jamais rien. Merci Eugène, merci Hortense, merci Napoléon, merci à vous.
au César, parce que j'ai des remerciements à adresser. Alors je remercie bien évidemment la municipalité d'Étaples de m'avoir invité donc à présenter cette conférence. J'ai eu beaucoup de plaisir à la présenter. Donc Franck Tindillier, maire, et évidemment son premier adjoint Sébastien Baillet qui vous a parlé tout à l'heure. Merci de m'avoir invité. Je remercie également Marianne Stenbruge, responsable du patrimoine, pour la parfaite organisation matérielle de cette conférence. Merci au service communication, Stéphane Maria, Stéphane Leleu qui est ici présent et qui prend les photos, et Alain Conversé pour la communication autour de l'événement. Et je remercie aussi l'Office de tourisme pour le prêt de la salle. Il y a un gros travail qui nous attend, nous, les associations et les élus, pour que l'histoire napoléonienne vive à Étaples, et d'ailleurs comme sur l'ensemble de la Côte d'Opale. Je remercie également Joris Andrieux, ici présent, qui filme ma conférence, qui sera sur sa chaîne YouTube. Alors, c'est le bulldog du Boulonnais, le bulldog comme le chien du Boulonnais. Il fait rayonner le patrimoine du Boulonnais avec sa chaîne. Merci beaucoup, Joris. Les marins de la garde, qui me font encore une fois l'amitié, je les en remercie. Et notamment Anne-Laure El Andalousie, qui est la présidente, alors les marins de la garde de l'association Camp de Boulogne, et également Gauthier Ramé, qui a permis, donc, qui est le régional de l'Étape et qui a fait l'interface entre moi-même et l'association. Je les en remercie. Je remercie également mes amis d'être venus, ils sont venus nombreux, et même des voisins, merci à vous. Des collègues, alors un collègue de la CAB, j'en ai pas vu d'autres, mais bon, c'était déjà pas mal. Je remercie aussi les collègues du club de Longe-Côte, merci beaucoup, et qui sont venus, et bien sûr les collègues du CEN, et de Mémoire d'Opale, le représentant est là-bas, Michel, et Joël aussi, merci. Alors, je vais essayer d'aller vite. Donc, mes amis napoléoniens qui ont fait le déplacement, je ne peux tous les citer, mais je m'en excuse, mais un salut tout particulier pour Vincent et Catherine Bourgeot qui viennent de Bourgogne, et vraiment c'est de Bourgogne, et il m'honore de leur présence. Et enfin, un grand merci à Philippe, qui est mon parrain en Napoléonie. Je le dis à chaque fois, à chaque conférence, mais c'est vrai. Et sans lui, rien de tout cela ne serait arrivé. Un grand merci à toi, et ce n'est que le début. Et enfin, ma famille, qui supporte ma Napoléomanie. Ma mère Paulette qui est là, qui me soutient. Merci maman. Et évidemment, ma fille Colombe, qui représente la relève, la continuité de cette passion qui est une passion pour l'histoire, une passion familiale, et elle aussi elle aime l'histoire, et je l'en remercie. Et d'ailleurs j'en profite pour rendre hommage à tous ces professeurs d'histoire qui m'ont fait aimer l'histoire et qui la font aimer aux jeunes d'aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile, mais pour leur transmettre les valeurs de la République et pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés, c'est important d'enseigner l'histoire. Et enfin, je termine par mon conjoint, François Persine, ici présent, qui non seulement m'encourage, mais en plus est devenu partie prenante en adhérant à 2 associations napoléoniennes dont je fais partie, le CEN et Mémoire d'Opale. Il aime aussi l'histoire et le patrimoine, et il a été à l'initiative des plantations sur le thème napoléonien, des rosiers, des hortensias qui ont eu lieu juste avant ma conférence, donc pour que vive à Étaples la mémoire de l'épopée napoléonienne. Merci.